La dernière fois, on avait commencé à aborder quelque chose qui a fait peur. Qui a fait peur, sinon à Freud, du moins à ses épigones, ses disciples, à ceux dont il était le maître, donc les psychanalystes qui sont venus progressivement au début du XXe siècle. Et cette question, c'est celle de l'occulte, l'occultisme. Bon, si vous voyez, si vous avez vu un jour sur un plateau de télévision un scientifique et puis un ou une qui pratique des techniques un peu particulières, télépathie, tout ce que l'on voudra de ce style-là, vous verrez qu'il est absolument impossible qu'ils arrivent à parler ensemble parce que chacun est dans son univers. Le scientifique, pour lui, il n'est valable que ce que la science peut démontrer, le rationnel, même s'il faut le regarder avec des ultrasons, ou sans le percevoir avec des ultrasons, ou le regarder avec des instruments très perfectionnés. Et puis l'autre, qui s'appuie sur des données que justement la science ne peut pas accepter. Parce que ça n'est pas rationnel, ça n'est pas... Donc, chacun va essayer de défendre sa position. C'est la définition même du dualisme. Et on est tous pris dans le dualisme, c'est-à-dire le plus et le moins. Ouais. Donc on est tous pris un peu dans cette affaire-là, dans cette scène-là. Savoir qu'on a la pensée, c'est la pensée rationnelle. Notamment, c'est bien développé à partir du XVIIe, à partir des Lumières, siècle des Lumières. Et, comme j'ai déjà fait remarquer, c'est à ce moment-là qu'apparaît la question, qu'apparaît le germe à partir duquel l'opéra va se développer. Donc ça pose une question, comment situer l'opéra par rapport à la pensée rationnelle. Bon. Je vais parler, je ne pense pas comment en parler ce soir, je voudrais un petit peu aborder, prolonger un peu les choses. Donc, il y a donc ceci, chaque être parlant, chacun de nous, dès qu'il parle, dès qu'il pense selon une logique qui est celle de la rationalité. Voilà, c'est comme ça. On a été amené à rentrer dans ce type de pensée. On y est rentré avec plus ou moins de facilité, avec plus ou moins de réussite, mais il n'y a pas eu d'autre solution. Il n'y avait pas d'autre solution. Et on pourrait dire que, peut-être que, alors je fais un saut évidemment, peut-être que celui qu'on pourrait appeler un artiste, ça le différencierait d'un artisan, serait celui qui prend en compte cette déchirure, cette fracture, mais qui n'est pas une fracture, je dirais, meurtrière, hein, c'est une fracture dialectique entre la rationalité et l'occultisme. Pour autant que l'occultisme, et ça c'est dans la racine même du mot, l'occulte, c'est
Bien sûr, c'est le caché, mais c'est aussi le secret. Donc le mystère. Et c'est que ceci est connu depuis toujours. Et le discours analytique, hein, je vais laisser tomber le mot psychanalyse, le discours analytique vise justement à prendre en compte le fait qu'il y a quelque chose qui est recouvert, pas qui échappe, qui est recouvert, parce que dès que ça échappe à nouveau, on est toujours dans une case et puis on tourne en rond, hein, qui est recouvert par toute rationalité, quelle qu'elle soit. Même si c'est une rationalité occultiste. Parce qu'on peut tout à fait développer des théories qui sont sur l'esprit, on va dire, sur l'esprit ou les esprits ou la télépathie, etc., qui en fait sont rationnels dans le fonctionnement même de la pensée. On pourrait dire que la question de l'occultisme se pose depuis toujours, bien sûr, mais ce que l'on peut dire à partir de la psychanalyse, à partir du discours analytique, c'est que l'occultisme, c'est la question de ce que l'on appelle la contingence. Voilà. Ce n'est pas quelque chose qui arrive soudainement, qui nous tombe dessus. Hein? Est-ce que l'expérience analytique témoigne, ce dont témoigne l'expérience analytique, justement, c'est que ceci a lieu du fait que nous sommes des êtres parlants. Ceci nous est possible du fait que nous sommes des êtres parlants, à ceci près que nous sommes déjà des êtres parlés. Et il va s'agir de faire le passage du parler au parlant. Parlant participe présent, c'est-à-dire le présent. Contingence, c'est le moment où il y a une subversion qui est liée au présent. Présent du présent, quelque sorte. Alors cette question de l'occultisme, vous voyez que elle est abordable si on laisse de côté toutes les théories qui ne seraient pas rationnelles, qui sont sortes du débat à la télévision entre l'homme de science ou le rationnel qui veut prouver que, etc. On pourrait dire 2 font 4, même si c'est pas tout à fait vrai. Hein. Et puis l'autre qui veut prouver qu'il y a autre chose, qu'il y a un autre monde, et que c'est cet autre monde-là, etc., qui a de la valeur. La preuve, c'est que, voilà, j'ai vu sur la tête de quelqu'un, en examinant la paume des mains de quelqu'un, j'ai vu quelque chose, et en fait, ça a eu lieu. C'est pas ça qui intéresse l'être parlant. C'est le fait que si ça a lieu, c'est qu'il s'est passé quelque chose entre les deux. Il s'est passé quelque chose. Autrement dit, ça ne peut pas se faire avec n'importe qui, cette histoire de divination, pour dire, de devin. Plus exactement, là je fais un lapsus. Hein, de devin, de divination, de deviner. Je fais un lapsus qui est tout à fait intéressant parce que je voudrais arriver justement au divin et à la diva, parce que c'est ça. Pour autant que la diva, évidemment, c'est pas spécialement une femme, même si c'est féminin, si ça vient de déesse, hein, du mot déesse latin, divus, diva, divum, c'est autre chose, c'est quelque chose qui touche au divin. Mais pas le divin du monothéisme, pas celui qu'on connaît. Qu'on connaisse bien ou pas bien, c'est pas ce divin-là, c'est le divin, effectivement, c'est ça qu'on revient à Rome et aux Grecs, le divin du polythéisme latin et grec, romain et grec. Bon. Alors, il s'est passé un certain nombre de choses avec l'histoire, c'est une drôle d'histoire, justement, parce que l'histoire, il y a celle qu'on a apprise, hein, il y a celle qu'on a apprise, il y a celle
qui fait partie des manuels, et puis ceux qui doivent l'apprendre sont bien là pour ça, on leur demande de l'apprendre. Hein. Et puis on retient un certain nombre de choses, mais évidemment, on retient quoi? Comment elle a été fabriquée l'histoire? Ce serait intéressant de savoir. Comment un type comme Michelet arrive à faire l'histoire? Pas rien, il a écrit des bouquins. Comment il fait ça? Et c'est exactement la même question, je pense, que qu'est-ce qu'on regarde, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous regarde quand on observe un tableau. Quand on observe un tableau, on voit quelque chose. Voir. Mais est-ce que c'est ça? Est-ce que voir et regarder, c'est la même chose? Non, puisqu'il y a deux mots différents. Il y a au moins ça. Mais surtout, le regard, c'est quelque chose, et ça, c'est tout le travail de Lacan autour de ça. On ne trouve pas beaucoup ça chez Freud. Freud ne pouvait pas tout, évidemment, déployer. Hein. Si on a un peu parlé, comme ça, au décours de certains rêves, etc. Mais bon. Une formule chimique comme ça dans un rêve qui apparaît, évidemment, c'est quelque chose, la triméthylamine, c'est quand même quelque chose qui a à voir avec le regard, non pas parce qu'on voit la formule, c'est parce que c'est les lettres de la formule qui tout d'un coup se mettent à arriver sur le rêveur. Alors, bien sûr qu'il voit, il voit parce que ça lui arrive dessus, parce qu'il est flashé, on dit que ça. Bon, alors, comment il fait l'histoire? Ben, elle est faite à partir de ce que l'on comprend, de ce qu'on peut associer, à partir des connaissances qu'on a. Et bien, les connaissances, ça nous ramène à nouveau aux Lumières. C'est-à-dire au fait que une somme de connaissances vont permettre de découvrir d'autres connaissances. Là, il faut prendre les mots. Je ne parle pas de savoir, je parle de connaissance. Hein? Connaître. À écrire C-O-N apostrophe E accent grave T-R-E. C'est la question de l'être. Dès qu'on a une connaissance, on en fait un être. Un être. C'est pas un étant. On en fait un être. Et c'est pas non plus en opposant ce que font les philosophes, l'être et l'étant, qu'on va avancer forcément. Parce qu'il faut savoir ce que serait l'étant. Est-ce que l'étant vient de l'être, par exemple? Ou pas? C'est une vraie question. Bon, on en parlera peut-être un jour. Bon. Quoi qu'il en soit, on a, chacun d'entre nous, a un certain nombre de connaissances sur ce qu'il est, sur d'où il vient, sur ce qui s'est passé dans sa vie, dans la vie de ses parents, dans la vie, etc. Et à partir de ça, on peut fabriquer quelque chose. Alors ce sera soit rationnel, soit plus ou moins rationnel, hein. Mais est-ce que ça va donner quelque chose qui va permettre quoi? Qui va permettre que quelque chose change chez un être parlant. Le fait qu'il sache beaucoup de choses, ça n'exclut pas. Ça n'exclut pas. Ce que l'expérience analytique essaie de suppose, dès qu'on a le mot suppose, il y a la notion du transfert qui apparaît. Ce qu'elle suppose, c'est quoi? C'est que toutes les données qu'on peut avoir, toutes les connaissances, c'est tout à fait intéressant, mais ce qui est important, pour celui qui les a, c'est qu'ils se mettent à parler. Et que, si quelque chose de nouveau peut apparaître, c'est qu'en parlant de quelque chose qu'il connaît, en pensant ce qu'il va dire, plus ou moins, soudainement, quelque chose va choir. Une faille va apparaître, lapsus. Lambano-grec, tomber. Quelque chose a tombé. C'est ça qui est attendu. Il n'est pas question de dire qu'il ne faut pas... Il faut
surtout pas attendre que ça tombe sans qu'on parle, parce que c'est absolument impossible. Hein. Bon. Donc, vous voyez que l'important, c'est, si on veut s'approcher et revenir au titre du séminaire, la voie de l'inconscient, la voie, là que j'ai appelée VOX, mais qui peut être aussi bien VOIE, hein, de l'inconscient, c'est de trouver, et dans le mot trouver, il faut partir du trou, de ce qui trouve justement, qui est en train de se déployer dans la continuité, dans la logique rationnelle, dans le développement, dans la compréhension. Comme par exemple l'apparition d'une faille, ce qui vient trouver, et donc à partir du moment où le trou apparaît, c'est-à-dire où il se peut que quelque chose advienne, quelque chose de nouveau advienne, à partir de ce moment-là, qui est un moment absolument imprévisible, c'est ce qu'on appelle la contingence, alors, et ça se fait dans l'expérience analytique, ça se fait, on va dire, dans ce qu'on appelle le secret, bien sûr, parce que ça se fait en public. Hein. Dans le secret, on va dire du transfert. Dans le secret du transfert, eh bien, quelque chose d'autre peut advenir. Quoi? Ça, on n'en sait strictement rien, puisque justement, c'est nouveau. Quand on parle, quand je raconte mon truc, mon machin, ce que je sais, etc., en fait, je raconte ce que je sais, c'est-à-dire ce que je sais que je sais, ce que l'autre sait que je sais. On est toujours pris dans un truc, il y en a un qui sait que je sais qu'il sait, etc. C'est qu'on est toujours pris dans ce truc-là. Hein. Et ça peut nous rendre tout à fait dans un état d'impossibilité de parler, si l'autre... c'est tout sur nous, par exemple. On n'a justement plus de cachette, plus de secret. Et on peut à ce moment-là ne plus pouvoir parler. C'est pas de ça dont je parle quand apparaît le contingent. C'est d'autre chose. Et c'est autour de cette question-là, de cette faille, hein, peu s'en faut qu'elle défaille la faille. Peu s'en faut, 3 fois rien. Hein. C'est pour autant que cette faille défaille pas, c'est-à-dire qu'elle peut être prise en compte. Hein. Et je vous ai déjà dit, l'intérêt de faillir et de falloir, c'est que vous voyez qu'il y a 2 origines, ça vient de fallere, latin, et que c'est à la fois tomber, fallere, et faillir, c'est le falloir, c'est le il faut. Alors, c'est bien le il faut, mais pas dans le sens de l'obligation, du commandement. C'est un il faut, un autre il faut que celui-là. Un il faut impersonnel, mais c'est autre chose. Freud aborde cette question-là, pas comme je l'aborde, mais il l'aborde, je vous ai dit ça, dans un texte qui s'appelle, on a vu ça la dernière fois, les limites de l'interprétation. Grenzen der Deutschbarkeit. Et c'est un texte qui a été censuré. C'est un texte qui fait 3 pages, qui est assez court, qui a été censuré parce que c'était une sorte de remarque, une sorte d'ajout, d'addenda, on pourrait dire, qu'il écrit à un moment pour compléter là où il en est dans la science des rêves. Hein. Et ça a été censuré parce que c'était à côté d'un article qu'il avait fait sur le rêve et télépathie. Et on a pensé que c'était quelque chose de la même veine, alors le grand censeur du moment, il s'appelle John, là, celui qui est aux États-Unis, disciple de Freud, censure ça, enfin c'est lui qui le dit, hein, il le raconte dans ses mémoires, dans ce qu'il écrit sur Freud, 3 volumes. Et donc, ça n'est apparu qu'à la fin. Tout à la fin. La dernière édition, je crois que je ne me trompe pas, hein,
je vérifie, je vous parle comme ça de ce dont je me souviens, la dernière édition qui paraît, Freud est mort en 1938, ça paraît en 1950. Pour vous montrer là, le temps qu'il aura fallu pour que ça apparaisse. Mais c'est important, ça va nous amener à l'histoire de la Villa des Mystères, de la fresque. Parce que c'est un peu du même ordre, finalement. Bon. Et puis, dans ce texte-là, ce que je vous ai remarqué, c'est que il frage la question, oui, parce que toujours ça, c'est la question, évidemment, la question. C'est le mot allemand important, die Frage, la question. Bon. La question, justement, c'est celle de savoir que le rêve, il part dans deux directions, comme tout à l'heure la télévision. Il y a ce qui est utile, ce qui permet de comprendre. Hein, en allemand, c'est le nützlich, utile. C'est dont on use, il faut user, parler, jusqu'à ce que ça s'use, justement. Hein. Et c'est avec ça il aborde un petit peu, mais c'est avec ça qu'on peut manipuler, qu'on peut manigancer dans la journée, avec la pensée consciente, on peut enrôler les autres, etc. Bref, communiquer, ça s'appelle. Hein. Bon. Et puis, il y a un autre versant, alors là qui est obscur, on pourrait dire, occulte, il ne le dit pas, mais on pourrait dire ça, qui est celui d'un champ particulier, qui est celui du Lustgewinn, je mis en bas là, Lustgewinn, c'est-à-dire un gain de plaisir, mais le mot Lust, je l'ai déjà dit en allemand, c'est peut-être pas à prendre comme ça littéralement, même si c'est traduisible par plaisir, c'est plus. C'est chaque langue un génie, on ne peut pas comme ça. Traduire, c'est trahir. Automatiquement. C'est pas possible. Hein? Même si c'est très. Hein, trahere, tradere, en latin, il y a une lettre de différence, on a deux lettres en fait. Hein? Ben, c'est pareil. Bon. Eh bien, il parle donc de quelque chose de particulier, et il introduit quand même ce que Lacan va repérer comme étant la dimension de la jouissance. En sachant que la jouissance, c'est pas ce qu'on appelle la jouissance, hein, c'est pas. Non seulement c'est pas la jouissance sexuelle au sens commun du terme, au sens vulgaire, on va dire. Hein. Donc, gus en latin, c'est la foule, hein, la masse. Les écrits masse, voilà. Faire masse pour se faire comprendre, maintenant c'est la masse médiane. Donc, il s'agit de se faire comprendre, donc la masse. Hein. Et donc, il y a cette affaire-là qui est quelque chose qui échappe complètement à ça. Donc, la masse, ce serait toute la compréhension qui peut dire qu'on a rêvé ça, donc ça fait penser. Il faut passer par là. À quoi ça nous fait penser? On y va, on réfléchit pas. On en amène. On amène le plus possible. Parce que ce qui est attendu, c'est qu'on se casse la figure. Bien sûr. C'est-à-dire, c'est que l'être défaille. L'être, la dimension de l'être défaille. Et du trou créé par la défaillance de l'être va jaillir par, soudainement, c'est ça la contingence, l'étant. Etiante. Ou etiante, comment on dit. C'est l'étant. C'est du trou lié à la faille consécutive à la disparition de l'être. Et quand il y a disparition de l'être, il n'y a plus rien. Hein. On est dans un état, plus rien ne tient. Hein. Mais c'est un moment de discours, c'est pas un moment d'état. Justement, ça ne peut pas être un état en tant que tel, c'est un moment. Hein. Bon. Alors, il y a donc cette donnée-là, cette donnée du plus de jouir, que Lacan va nommer plus de jouir, ou même qu'il met des plus. Alors, c'est toujours pareil, plus de jouir, vous voyez, quand c'est écrit comme ça peut aussi se dire plus de jouir. C'est toute la richesse. Plus de jouir. Hein? Plus, ça s'écrit pareil, c'est quand même pas rien. Hein? Voilà. J'en ai plus. Ça s'écrit exactement pareil. Et dans notre pensée rationnelle, cartésienne, etc.,
C'est évidemment pas pareil. Ça s'écrit pareil. Voilà. C'est ça l'écrit. L'écrit, c'est ça. C'est autour de ça que se pose la question de la jouissance. C'est-à-dire la question de la conscience. En sachant que la conscience est insaisissable. C'est autour de ça qu'effectivement, on essaie de s'approcher un peu de ce que la voix humaine, puisqu'on parle avec une voix, alors c'est pareil, on parle avec une voix dont on peut connaître la fréquence, tout ça, etc. Toutes les données scientifiques, mais en sachant qu'en plus il n'y a pas deux voix identiques, même au niveau scientifique, en sachant qu'avec trois voix on peut en fabriquer une autre, hein. C'est comme ça qu'on a fabriqué des voix de Caspar, par exemple, hein, je l'ai appelé. Bon. Mais la grande question de la voix qui chante, de la voix lyrique, c'est que ce qui va traverser le corps, parce que dans tout ça, ce qui n'est pas dit, évidemment, ce qui est explicite, ce qui est implicite, pardon, quand même, puisqu'on est parti plusieurs fois cette année, notamment de la question du corps. Hein. Bon, il fera la question du corps. Eh bien, on est dans la dimension du corps, mais pas au sens anatomique et physiologique et radiologique et tout ce que vous voulez. Du corps parlant. C'est le corps parlant, c'est justement celui qui fait que le corps ne peut pas devenir comme cadavre. Même si, comme je vous l'avais fait remarquer, dès le IVe siècle, je ne sais plus lequel, un moine avait décidé que, et puis c'est aussi ça les jésuites, hein. Enfin, les jésuites ils sont bien débrouillés, ils ont introduit un quatrième d'eux, avait fait comprendre que dans l'obéissance à Dieu qui est requise pour être religieux, il importe d'être périndé ac cadaver, d'être comme le cadavre. Or, ce qu'on est en train de dire, on regarde le culte, parce que c'est ça le culte. En fait, c'est ça le culte. Je ne veux pas dire qu'on est des cartomanciens, des cartomanciennes, etc. Hein, c'est pas ça. L'occulte, c'est ce qui ne peut apparaître et ne rester que secret. Et ça nous ramène encore au mystère. Ça nous ramène au grec. Ça veut dire qu'on n'a pas beaucoup avancé. Même sur plein de trucs comme ça pour s'amuser techniquement. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir les petits objets techniques, hein, c'est pas ça le problème. Ça veut dire que notre pensée, elle s'est donnée, elle occulte quelque chose, et que la psychanalyse ne vient pas des Lumières. Elle vient du fait qu'il y a eu les Lumières, bien sûr. Bien sûr. Il a fallu du temps pour que ça apparaisse, hein, puisque bon, les Lumières vont faire démarrer ça comme ça avec un élève des Jésuites, justement, Descartes. Hein. Début du XVIIe, et la psychanalyse, elle apparaît à la fin du XXe. Enfin, oui. C'est ça. Alors, elle apparaît au début du XXe, à la fin du XIXe. Voilà, en gros. Oui, il faut du temps quand même. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? L'histoire dit qu'il y a eu la Révolution, le XVIIIe, tout ça, Voltaire, ça, plein de choses. Oui, c'est vrai. Mais ça pose la question du fait de savoir pourquoi la psychanalyse n'est pas arrivée plus tôt. Voilà. Et ça, pas de réponse. Il n'y aura jamais de réponse. On peut en trouver, ça on peut expliquer, que Freud, c'est un juif, qui était à Vienne, qui était comme ça, qui avait plein de trucs, etc. Il y a 10 ans, on a fait un colloque à Vienne là-dessus. Entendu, hein? Oui, et puis alors? C'est une vraie question, c'est qu'à un moment, il y a un être parlant, comme ça, dans le monde, qui est complètement toqué, parce que c'est un grand professeur, ça va devenir un grand professeur, hein, c'était quelqu'un qui connaissait la médecine, hein, très bien, très doué, hein,
Premier de sa classe, on peut dire, partout, toujours. Hein. Il connaissait le latin, le grec, il parle français, etc. Il parle allemand, bien sûr. Hein. Et puis, à un moment, il pense que ce qu'il a à faire, c'est travailler dans un laboratoire. Puis il se rendra vraiment compte rapidement que ça ne va pas, c'est pas ça qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est d'écouter. C'est-à-dire, c'est de parler. C'est d'écouter des gens qui parlent. Voilà. Alors, il prend les techniques qui existent, c'est-à-dire l'hypnose, qui était peut-être un peu moins bien achalandée maintenant, mais c'est du même ordre. Puis, par là-dedans, il impose les mains, tout ça, il fait ça. Hein. Il y va, il y va. Il a même un peu mauvaise réputation. Il travaille avec un médecin réputé, Duane Breuer, qui lui veut garder sa réputation. Il ne veut pas, attention, hein, les histoires d'alcool, faut pas tout mélanger. Hein. L'histoire sexuelle que vous entendez, il ne faut pas trop en parler, parce que ça ne va pas, parce que c'est censuré maintenant, on n'arrête pas d'en parler. C'était pas comme ça à ce moment-là. Hein. Bon. Parce que Freud, il entend des histoires des femmes, notamment, qui viennent lui parler de son fantasme à Freud. C'est quoi le fantasme à Freud? C'est la séduction par le père. Il ne le sait pas. Alors il explique que c'est le père qui... C'est son truc à lui. Il va se rendre compte parce qu'il va faire un rêve un jour, il va se rendre compte. C'est exactement dans le rêve, avec sa fille. Il va dire, bah, ça, j'ai compris. Vous voyez, c'est ça le transfert. C'est comme ça que ça se passe entre un analyseur et un analyste. Quand il n'y a pas une analyse véritablement. C'est comme ça que ça marche. Bon. J'ai laissé un peu de côté le père Freud, là, pour... c'est intéressant comme ça de glisser un petit coup là-dessus. Il faut quand même que... Bah oui, ça tourne. Eh bien, oui. Alors, Freud passait par un laboratoire, s'occupant de découper, je ne sais plus quel... C'est pas des grenouilles, enfin des je sais pas quoi, là. Hein. Un beau jour se met à écouter des êtres parlants, c'est-à-dire des êtres parlés. Puis il va en déduire, avec les techniques qu'il utilise, ils vont déduire quoi? Que les symptômes disparaissent avec l'hypnose, évidemment. Hein? Pourquoi? Parce qu'on s'en remet au savoir de l'autre. Voilà. Et quand on s'en remet au savoir de l'autre, les symptômes disparaissent. Voilà. Bon. Mais, il se rend compte aussi, 6 mois après, que les symptômes apparaissent. Il dit ça. Ça fait disparaître les symptômes, catharsis. C'est grand truc, catharsis. Donc, la cause du symptôme n'est pas élucidée. C'est comme ça qu'il va changer la technique, il va laisser tomber les mains sur le front, etc. Tout ça. Il va dire, voilà, essayez de parler, de dire ce qui vient. Ça, c'était, alors, au début, c'est assez particulier. Bon. Alors, bon, j'en reviens à mon histoire de plus de jouir, que la femme a nommé. Et, vous voyez que j'ai mis une flèche là, entre plus de jours et l'initiation de l'univers. Là, je fais un saut. Là. Je fais un saut énorme qui m'a été suggéré par Lacan. Parce que quand Lacan, dans le séminaire, je crois que c'est les noms du Père, aborde cette question-là, les noms du Père, hein, je dis aussi les noms du Père. Le nom du Père, il a arrêté parce qu'il était excommunié par la Société internationale de psychanalyse, il a arrêté son séminaire, hein, et il va reprendre autrement les noms du Père, hein, en disant qu'il ne reprendra jamais le séminaire des noms du Père. Il est au cœur de la langue, hein. Bon. Et il dit, quand il se met à parler de l'occulte et tout ça, d'initiation, justement de ce que Freud décrit dans le rêve, les 2 niveaux du rêve, là, et que ce n'est pas du tout le contenu manifeste, c'est le contenu latent. Ou alors, latent, ça veut dire quoi? Ça fait un peu la trouille, latent, ça fait un peu morbide, hein, latent. Le latent, c'est pas rigolo, hein. On attend, quoi. Ah oui, c'est pas ça du tout, il n'y a rien à attendre. Hein. Ça ne survient surtout pas quand on attend. Surtout pas, puisque c'est la contingence. C'est pas possible. Eh bien, ce que Lacan interroge à la fin d'un séminaire, c'est toujours intéressant les petits trucs, c'est comme la fin des séances. Les petits trucs, on dit un mot. Et là, à la fin de la séance, il dit, Lacan, avant de vous quitter, ça fait 2 heures qu'il parle,
longtemps le séminaire, lui. Il faut quand même que je vous dise un truc. Ça fait quand même travailler depuis un moment là comme ça. Bon, il y a un truc qui est quand même curieux là. Il y a un truc qui était curieux là, c'est à propos de l'occupe là. Mais maintenant on n'a plus de traces de ça. C'est ce qui s'appelait chez les anciens l'initiation. Oh, on peut bien trouver un peu de ça dans des techniques du corps, tel qu'en parle Mauss, par exemple. Mais bon. Et puis il termine en disant ceci. Il termine en disant ce séminaire-là, la date, je ne sais plus comment c'est le troisième séminaire du père, le quatrième. Mais il y a quand même un truc qui est curieux, c'est que il faudrait quand même bien qu'on arrive à parler de quelque chose qui soit, laissons tomber la science en tant que telle, mais une science de la jouissance. Voilà. Est-ce qu'il serait possible d'élaborer une science de la jouissance? Et puis ça s'arrête là-dessus. Et puis le coup après, le séminaire après, il part alors. Plein tuyau, complètement dehors. Apparemment, il dit, on peut avoir, on dirait maintenant, la troisième dimension, la quatrième dimension, c'est les 4D. De toute façon, on est dans un univers à 2 dimensions. Même si on en nomme 3 au sens cartésien, on est toujours dans un univers à 2 dimensions. Nous avons uniquement la vision du profil et de la face. Nous n'avons aucun sens du volume. Aucun sens du volume. C'est exactement la même question. C'est de la jouissance. Mais évidemment, il faut sortir des mathématiques. Il faut prendre les mots. La valeur du volume. Eh bien, je vais m'arrêter là-dessus pour vous dire quand même ceci. Vous voyez, là, on se balade, là, on se balade dans les dates, mais je vous ai écrit au-dessus le fait qu'on ne sait pas bien quand, mais à Pompéi, Pompéi, c'est à 30 km de Naples actuellement, il y a le Vésuve à côté, quand on est à Naples, on voit le Vésuve. Bon. J'ai peur un peu que ça se réveille, mais enfin, bon, quand même, ça se revient pas comme ça. Bon. Et pour comprendre un peu le contexte de cette dimension d'initiation dionysiaque, il faut quand même parler un petit peu du fait qu'à ce moment-là, Pompéi est une colonie romaine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, à la suite des victoires, notamment, faire rentrer plus en détail de Sylla, etc., bon, bref, un certain nombre d'aristocrates romains sont venus à Pompéi. Il a même demandé à certains d'aller à Pompéi. On peut bien se demander pourquoi. Alors bien sûr, alors là, si vous lisez certains, je ne vais pas dire les noms, si vous lisez certaines personnes, ils vont vous dire que c'est parce que, bien sûr, il y a le culte de Dionysos. Pourquoi il y a le culte de Dionysos? C'est tout simple. Eh bien parce qu'avant, à Pompéi, il y avait beaucoup de vignes, donc il y avait Bacchus. Donc le dieu du vin explique tout. C'est pas du tout ça. C'est trop simple, ça c'est l'histoire, ça. Au sens simple du terme. J'ai rien contre, mais enfin bon, c'est quand même un peu plus élaboré. Bon. Eh bien, pourquoi est-ce que les Romains, les aristocrates romains, la plupart, là on est vers la fin de la République romaine qui va se terminer avec, aux Ides de mars 44, quand César est assassiné au Sénat, et où il est assassiné, non seulement il est assassiné, mais son corps va être transpercé par un certain nombre de conjurateurs qui s'unissent, etc., pour le faire mourir. Et donc on est un peu avant cette période-là, et il y a donc des Romains qui sont là-bas. Il y a notamment Cicéron qui a une villa qui est tout à côté. Cicéron, c'est la période de Cicéron qui va écrire. C'est un orateur, Cicéron, écrivain, orateur, bon. Et on peut penser que cette ville-là a été créée vers les années 70-60. Mais on ne sait pas du tout quel est le propriétaire. On ne sait pas. Rien. On ne sait rien du tout. Et ce n'est pas du tout tenu secret. On n'a pas
On l'a même appelé Villa Item. On a pensé que c'était le propriétaire Item. Je crois qu'Item, c'est le propriétaire quand on a... Je ne sais plus, hein. Quand on a découvert la villa en 1909. Donc, en 70, et 70-60, on sait bien exactement, est construite cette villa particulière qui est tout à fait... qui est presque à l'extérieur de Pompéi, qui est tout à fait dans un endroit tout à fait retiré de Pompéi. Et puis, en 69, je crois que c'est 69 après Jésus-Christ, 1 ou 2 années près, ben, tout à coup, vous savez, dans l'espace de quelques heures, une éruption du Vésuve, et Pompéi est recouvert. Et donc la villa elle est recouverte. Et, alors là c'est la chance, hein. Bon, il y a que ça mort évidemment. Mais c'est la chance, parce que s'il n'y avait pas eu l'éruption du Vésuve, ben, on n'aurait plus du tout la fresque de la villa des mystères. Voilà. Parce que ça a conservé, évidemment, la fresque de la villa des mystères, dont je vous dirai un mot, je ne sais pas quand, mais on y arrivera quand même. Parce que ce qui est intéressant dans cette fresque-là, je trouve que ça explique tout à fait le fait que ce qui compte, ça n'est pas ce qu'on voit, mais avec quel regard il nous est possible, nous, du XXe, XXIe siècle, ce qu'il nous est possible de considérer actuellement une œuvre d'art, et ce sera ça qui en fera une œuvre d'art, si on arrive à avoir le regard qu'avaient les Romains. Et c'est quasiment impossible. Pourquoi? Pourquoi? Ben parce que les Romains, ils en savaient un bout sur la jouissance. Non seulement sexuelle, mais l'autre. Ils en savaient un bout. C'est pas parce que le christianisme a tout. C'est facile, ça. Parce qu'il n'y avait pas le développement de la science, comme ici. Ils en savaient un bout, enfin plus que les Grecs, je pense. Catulle, pour comprendre un peu ce que c'est que l'amour courtois, il faut lire Catulle, il ne faut pas écouter tous les discours sur l'histoire, ce qui s'est passé, ça. Pourquoi pas? Bon, hein? Eh bien, c'est donc en 1909 qu'on va découvrir la villa des mystères, et surtout qu'on va découvrir quelque chose qui est extraordinaire, parce que les couleurs sont encore bien conservées. Hein. Je vous montre ça une fois, mais il faut faire un montage, moi je ne connais pas grand-chose. Hein. Un montage particulier. Et ben, cette villa des mystères, la fresque de la villa des mystères, en elle-même, explique, rend compte, dévoile, tout en le laissant voiler, le secret qui animait les Romains, à savoir l'initiation au rite dionysiaque, qui n'ont rien à voir avec le vin et Bacchus. Alors, rien du tout. Donc on va s'arrêter là. Et on peut penser que la psychanalyse, enfin, le discours analytique actuellement, c'est mon point de vue, j'en suis là maintenant, je crois que c'est un très grand rapport avec ça. Mais sous une autre forme, évidemment. Sous une autre forme, c'est pas comme ça. Bon, voilà, je m'arrête là-dessus.